Ouais, on va accompagner l'utilisateur, les former, puis surtout c'est hyper rapide. Là où il fallait à une époque mouliner des cubes pour avoir après tes données, quelques heures, quelques jours, c'est fait, c'est posé, tu as une première version, tu agglomères à la fois une donnée externe de ton récit, une donnée interne de ton récit, de tel outil, tu arrives à les synchroniser entre elles et à partir de là, tu analyses très très rapidement. Des fois ça se fait dans la journée, dans la demi-journée. Les gens d'ailleurs sont assez contents de ce côté-là. Ça a aussi un effet waouh qui marche très très vite. Et au-delà de ça, ça fait très très bien le taf. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast CIO Révolution, le podcast des DSI modernes. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de RSAS, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Pour faire le meilleur produit au monde, nous avons décidé de lancer ce podcast pour interviewer des DSI, moteurs de la transformation de leur entreprise, et tout faire pour comprendre leurs enjeux et leurs méthodologies. Nous y abordons des sujets comme l'organisation projet, les copiles, la relation à la direction générale, l'impact du no-code avec le choix d'IT et bien d'autres choses encore. Grâce à eux et à leur feedback, aujourd'hui avec RSAS, vos rapports projets de comité de pilotage sont faits en un clic, plus besoin de passer des heures sur PowerPoint ni à rechercher l'information dans vos emails. Vous avez une vue agrégée de toutes vos données projets, budget, risque, temps passé. Et pour éviter toute ressaisie d'informations, RSAS se connecte à vos outils Microsoft Teams, Jira, Wrike, etc. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Allez, bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter aujourd'hui Maxime Bedbeder. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors Maxime, toi tu es le DSI de Sigma, une ESN, et donc du coup ça va être super intéressant de comprendre parce que j'ai vu que tu avais pas mal de projets et pas mal de dynamique dans ce que tu faisais. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de la société, ce que fait la société, et ensuite un tout petit peu ton parcours? Sigma, du coup, c'est une société de services, donc à la fois donc infogérance et logiciel, donc une grande partie d'infogérance. Logiciel, ça va être à la fois donc des logiciels type RH, des logiciels type finance, CRM par exemple. Il y a aussi une partie intégration, donc une partie distribution, et depuis quelques années aussi un pôle digital, une business unit digitale qui s'est ouverte. Vous êtes combien de salariés aujourd'hui? Là, on est 800 salariés, principalement répartis sur Nantes, et après sur quelques sites à Paris, Strasbourg, Lyon et Toulouse. D'accord. Et donc du coup, toi, DSI de Sigma, t'avais fait quoi avant? Donc avant, je suis arrivé à Sigma il y a 2 ans, donc avant ça, j'étais dans une autre ESN. Là, j'étais responsable de l'équipe développement. J'étais d'abord entré en tant que product owner parce que c'était un peu le début des méthodes agiles. Et après, c'était voilà, responsable de l'équipe de développement sur un produit interne, sur un ITSM interne. Donc du coup, début product owner, et comment on fait de passe de product owner à DSI? Je pense que ça peut intéresser pas mal de gens hein, qui écoutent le podcast. Parce que c'est rigolo, tu sais, les DSI, il n'y a pas d'école de DSI. Et en gros, soit t'étais dans la boîte sur un responsable infrastructure ou autre, le DSI parti, on t'a fait monter. Mais des gens qui ont pas été DSI, qu'on recrute DSI, c'est plutôt rare en fait au final. Donc comment ça s'est passé pour toi? Donc ça s'est fait petit à petit. Donc de base, de toute façon, j'avais repris mes études assez tard. Après voilà, donc après un stage product owner. Donc ce qu'il y a, c'est qu'en étant product owner, mine de rien, on travaille avec une équipe. Il y a une certaine un lien qui se crée, et puis légitimité de donner des tâches, vu que c'est le rôle à 100% du product owner, de faire le lien avec le métier, de poser les tâches, les user stories, les travailler. Ce qui fait que petit à petit, je suis monté manager de cette équipe. Puis après, donc manager des différentes équipes de développement, plus la BI qui s'est rajoutée avec le temps. Comme je disais, c'était un produit interne, donc un peu l'histoire d'une startup qui crée son propre super logiciel, qui fait un peu de CRM, un peu de RP, un peu d'ITSM, un peu de CMDB, ce qui m'a donné la chance d'être confronté à pas mal de métiers, d'échanger avec eux, donc commerce, RH, opérationnel, tous tout simplement, pour être plus efficient. Puis je comptais monter petit à petit voilà, vers ce type de poste. Je me suis fait un executive MBA, justement pour avoir une vision un peu plus 360, comprendre les enjeux de chacun des directions et surtout commencer à mieux comprendre voilà, leurs besoins, leurs KPI, leurs attentes, parler plus leur langue. Ne pas forcément être arrivé avec des sujets tech, mais arriver avec des sujets, comprendre leurs sujets opérationnels, les aider dans ce sens-là. Et c'est ce qui m'a permis après de faire le switch entre responsable d'un département de dev jusqu'à le poste actuellement à Sigma. Ok, donc vraiment c'est le côté MBA qui a été déclencheur dans la position en fait de potentielle direction en fait au final. Tout à fait. Donc ça se fait, ça prend quelques mois sur son temps perso, mais à l'arrivée, le gain est très intéressant. Et quelques euros aussi. Quelques euros aussi, mais là, ce qui est bien par contre pour info, et suivant les MBA, il y a pas mal d'aides, on peut des fois taper dans des sujets RH côté FAFIEC et autres, donc ce qui permet quand même d'alléger énormément la note. Et donc du coup là ça fait 2 ans donc que tu es chez Sigma.
première fois que tu es DSI au final. C'est quoi les grands apprentissages d'une première fois DSI? Les trois choses où on te l'aurait dit avant de commencer, ça aurait été cool. Alors justement, je me suis pris de l'aide. Sûr, on me l'aurait dit avant de commencer, ça aurait été cool. En même temps que je postulais en même temps à un regroupement de DSI. Donc, je sais pas si je peux le citer ou pas, à tout DSI, avec un principe de mentorat. Ce qui fait que dès la première année, j'ai été accompagné en plus par un DSI mentor, donc quelqu'un qui a assez de bouteilles. Donc, c'est des points qu'on fait régulièrement, une fois par mois. Donc, c'est super. En fin de compte, il y a pas mal de pièges qui te permettent de sauter direct. Il t'aide à te poser les bonnes questions, à t'orienter dans les grands sujets, poser ton schéma directeur, tes feuilles de route, tes différentes questions que tu poses aux collaborateurs, aux directeurs. Donc voilà, avoir ça d'un côté, c'est très aidant. Après, comme beaucoup, j'ai lu les 100 jours du dirigeant, donc mine de rien, ça marche quand même pas mal. Et donc j'ai appliqué voilà pas mal de recettes, tout simplement. Donc déjà faire des entretiens avec tout un chacun. En premier, toute l'équipe, faire le tour de l'équipe, comprendre. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'assez souvent, une grande partie des solutions et des sujets, sont aussi dans les équipes, ils les connaissent, vu qu'ils sont là depuis un bout de temps. Faut des fois juste poser les questions. Puis après, ça va être identifier les grands enjeux. Et une fois qu'on a identifié ces grands enjeux, donc chacun a les siens, suivant les entreprises qui rentrent. Moi, il y avait pas mal d'enjeux de positionnement de la DSI, justement, positionnement de l'équipe, marketing de la DSI en interne. Donc tous ces grands sujets, il y avait un peu de sujet de Shadow IT aussi. Donc les poser, les identifier, les faire remonter, puis après on les attaque. D'accord, donc super intéressant. D'avoir cherché un mentorat d'un père au final sur ta prise de poste. Et ce mentorat-là, il dure 6 mois, un an, 2 ans. C'est au bon vouloir de chacun. C'est un an et du coup en plus j'ai rempilé pour un an supplémentaire donc je m'en suis fait deux à la suite. J'étais le premier à faire ça, à la fois à la demande du poste parce qu'en gros tu demandes le poste en disant je vais me faire accompagner pour monter dessus, mais c'est aussi de l'honnêteté et surtout une envie de progresser plus vite. Donc ça se fait très bien et sur les 2 ans ça m'a beaucoup aidé. Surtout la deuxième année m'a plus me structurer sur les parties budgétaires, sur les parties un peu plus carrées justement. Donc toi maintenant, tu vois, si on dit bah ouais, la DSI d'une ESN, ça ressemble à quoi? C'est quoi tes équipes? C'est quoi les projets que vous menez? Peut-être pas parler pour toutes les ESN, je suis passé à travers deux ESN. Déjà, la DSI dans une ESN est un sujet très intéressant dans le sens où on n'est pas les seuls détenteurs du métier et du savoir. Donc, dans toute la boîte, il y a des gens qui connaissent beaucoup mieux mon métier, beaucoup mieux les parties de mon métier que moi, ou qui ont des experts beaucoup plus poussés. Il va y avoir des archiclodes, il va y avoir des développeurs super capés, il va y avoir des intégrateurs de logiciels dans toute la boîte. Donc, voilà, t'es pas le seul détenant du savoir, ce qui fait que c'est un fait. Donc, le mieux, c'est d'en prendre un avantage, enfin, l'avantage du sens de aller échanger avec. Et à partir de là, voilà, c'est travailler d'un commun accord avec tout un chacun, arriver à poser les grands sujets. Ça, c'est sur les enjeux, on va dire, de positionnement par rapport aux personnes ou autres. Et toi, dans ton équipe, t'as qui comme personne? Donc, on a la totale qu'on peut avoir côté DSI. Donc, j'ai une équipe qui va s'occuper de l'infrastructure pure et dure, donc du réseau, du support, enfin l'infrastructure. Une équipe qui va être vraiment côté matériel, donc utilisateur, les salles, les fameuses salles de réunion et autres. Une équipe qui va être dédiée applicative, donc tous les grands outils, que ça soit le CRM, que ça soit l'outil de gestion des absences, gestion du temps. J'ai rajouté une équipe BI et data depuis que je suis arrivé aussi, parce que c'était pas un sujet qui était traité à part entière, donc qui était plus sur de la bonne volonté. Donc ça, j'en ai fait également une équipe et un pôle assistance aussi utilisateur. Donc vraiment ton numéro classique ou les tickets que tu peux faire pour les petits bobos du quotidien. D'accord. Et j'ai une question sur la partie, tu sais, infrastructure et on va dire matériel des personnes. Moi, je vois dans beaucoup de DSI qu'en fait l'infrastructure diminue de ouf parce que les personnes ne gèrent plus ça en fait de plus en plus. Toi, c'est parce que c'est historique, hein, c'est parce qu'au contraire c'est un cœur de métier chez vous. Comment ça se passe là-dessus? Tout à fait ça. Comme je disais, donc une business unit qui fait de l'infogérance. Donc du coup, je sous-traite totalement, quasiment totalement toute mon infrastructure à l'infogérance, donc entre l'infogérance ou les clouds publics, hein. Et l'idée, et même dans ma feuille de route aussi, c'est de réduire un maximum. Donc tout ce qui va être infrastructure, tout simplement parce que moi j'en fais mieux je me porte, c'est pas ça qui va m'apporter le plus de valeur. Maintenant avec entre les clouds privés, les codes publics, enfin toutes ces machines qui peuvent être gérées automatiquement, je préfère m'attaquer aux couches plus hautes, côté logiciel, côté valeur utilisateur et focus
plus le poids du corps de ce côté-là que sur dire, voilà, on a des super machines, ce qui, à l'arrivée, maintenant, n'intéresse plus grand monde. Mais est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il y a encore un avenir réel dans l'infogérance en fait, tu vois, d'infrastructure? Ouais, est-ce que tu penses qu'il y a des PME qui vont encore acheter ça, des ETI? Bon, à part certains cas spécifiques où c'est ton cœur de métier et je sais pas pour quelle raison, tu vois, ça serait super important que tu l'aies, mais c'est quoi ta vision de marché là-dessus? Après, voilà, tu as des cas spécifiques, quand tu dois avoir des normes de sécurité, quand tu fais partie à des ministères ou autres, je pense que voilà, puis on l'a vu dans l'actualité, quand ils demandent même à des clouds publics comme Google, Azure et autres, enfin, et Amazon pour pas les citer, d'avoir des offres plus fermées, si je veux dire moins ouvertes, ou sinon des offres, comment ils disent ça? Ouais, sous licence quoi. Non, pas forcément sous licence, souveraine. Ce fameux aussi, un cloud souverain. Par rapport à mon besoin, par rapport à ce que je vois à nous, voilà, moins j'en fais, moins je me porte, mieux, enfin, moi j'ai d'infra, mieux je me porte, plus j'arrive à sassifier ou plus j'arrive à passer dans des clouds privés, clouds publics, mes infrastructures, plus moi je vais y gagner. Et ce qui va m'intéresser surtout, en fin de compte, c'est le lien que je vais pouvoir créer entre les différentes briques du SI. Là où je pense qu'il y a le plus de valeur et de ce que je vois qui se fait, c'est de ce côté-là, ouais. Donc toi, ce que tu dis, c'est parce que c'est intéressant, même tu vois, en tant que DSI d'une ESN, c'est pas forcément partagé par tous les DSI déjà de base, alors d'une ESN encore moins. C'est, tu dis, donc moi l'infrastructure, moi j'en fais mieux, je me porte, je me concentre sur les applications métiers et si je peux avoir des SaaS, c'est encore mieux. Et par contre, mon cœur de métier est dans l'intégration de ces SaaS entre eux ou avec Power BI, enfin avec d'autres applications pour que tout ça soit pertinent, interopérable, etc. C'est ça? C'est typiquement le but du jeu. C'est là depuis quelques temps, on est en train de changer différents outils. Donc voilà, je pousse beaucoup vers le SaaS, à la fois pour la tranquillité, notamment, enfin tout ce qui va être SLA, taux de dispo. Même si ce week-end on a vu, enfin week-end dernier, on a vu Azure enfin Amazon qui était tombé sur quelques services, mais c'était une région qui est tombée. Donc comme tout cloud, suivant la criticité de ton infra, tu peux la répartir sur différentes régions. Et à partir de là, tu te mets plus sécure. Tu vas peut-être pas dire ça, mais oui, tu sécurises au maximum tes outils opérationnels. Ton outil RH qui gère les absences, il peut bien tomber un jour ou deux. Désolé mes amis les RH, mais voilà, l'entreprise n'est pas bloquée pour autant. Si c'est pas le jour de la paye, hein, c'est mieux. Voilà, tant que tu fais pas ça en fin de mois, tout se passe bien. Donc oui, c'est là ce que j'essaie d'avoir le plus de valeur, ça va être l'interconnexion entre les différents SaaS ou les différentes briques, à travers les API, à travers les liens, enfin la gestion de la donnée, tout simplement. Ça me donne aussi beaucoup de liberté. Et tu utilises quoi comme outil pour faire les connecteurs entre eux? Tu utilises un MuleSoft, Voilà, ça va être à base de Talend, donc c'est l'autre, c'est pas l'un, c'est l'autre. Et après, sur des architectures un peu type Data Hub, où on puisse centraliser la donnée, ce qui fait qu'à terme, on est très libre sur les outils qu'on intègre. Maintenant, on prend des abonnements, voilà, on a des divisions à 3-5 ans, on se garde quand même assez de souplesse. Si on veut totalement changer un outil, eh ben, on prend un outil avec une API, on la replug, on a nos données, on réimporte. C'est quand même beaucoup plus souple que c'était auparavant. Et surtout, comme je disais, quand tu travailles avec les métiers à ce moment-là, tu travailles sur le fonctionnel pur et dur, tu travailles sur l'opérationnel. Qu'est-ce qu'il veut qu'on lui mette en place? Qu'est-ce qu'il a besoin comme écran? Qu'est-ce qu'il a besoin comme formulaire? Qu'est-ce qu'il faut rajouter, enlever? Et surtout, tu arrives très facilement à regrouper toutes tes données et à avoir des référentiels de plus en plus propres. Ok. Et du coup, tu parlais donc de Data Lake, etc. Est-ce que tu parlais juste d'aller chercher la donnée dans les SaaS, la mettre dans ton Data Lake pour être maître de cette donnée-là, pour pouvoir la remettre dans d'autres outils? Ou est-ce que c'est aussi ce que tu fais, c'est la meilleure connexion entre outils en synchronisation qui est des fois un peu plus compliqué à avoir si c'est pas natif? Aussi, oui, oui. Après, donc, j'essaie quand même d'avoir nativement et d'aller sur des outils très APIsés. Voilà, ou limite, c'est assez souvent la question, est-ce que c'est une API sur laquelle on a mis une interface et pas l'inverse? Qui, voilà, on dit long des fois sur la solution et sur son évolutivité. Et après, oui, ça va être de trouver le meilleur système d'interopérabilité de ces côtés-là, qui permet quand même supervision, qui permet quand même suivi, qui permet des traitements aussi en amont ou en aval avant que justement les données soient versées, pour éviter après toutes ces mauvaises surprises qu'ils peuvent avoir les utilisateurs, avec des IBAN, avec un chiffre en trop, avec des champs vides qui ne devraient pas se trouver là, avec des messieurs à la place du nom et du prénom. Donc voilà, c'est travailler déjà aussi ces flux entre les deux. Donc toi aujourd'hui, ta DSI du futur, c'est dans ta perception des choses, c'est plus des personnes, donc product owner spécialisés métier, avec une compétence technique interne dans ton équipe de gestion de l'interopérabilité des SaaS entre eux et du data lake.
C'est ça, et avec aussi une partie applicatif et des choses d'application assez avancées, parce que maintenant avec pas mal d'outils qui intègrent un peu de low-code et de no-code, mais ce qui permet, c'est qu'on les modifie pas non plus du sol au plafond, ce qui quand même permet de garder des outils très propres. Sinon, on a très vite fait de rentrer dans le sur-mesure si on ne propose pas des gouvernances assez fortes et intéressantes. Donc voilà, il y a ça aussi un profil important à avoir, quoi. Tu peux m'en parler un petit peu plus? Ça, je fais pas trop la différence, ou j'ai pas bien compris la différence avec le côté product owner spécialisé métier. Le product owner, oui. Après, ça peut être une de ses attributions. Beaucoup d'outils ont besoin d'évoluer au fil des besoins des utilisateurs, ce qui est la vie de n'importe quel CRM, ITSM, peu importe ERP. Assez souvent, ce qui peut nous arriver à la DSI pour l'avoir vécu en tant que product owner aussi. Tout le monde qui arrive, qui pose son petit paquet sur la table en disant moi il me faut ça, 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 ça. Pas forcément une grande question sur l'impact que ça va avoir. Et surtout, c'est souvent l'équipe de dev ou la DSI qui doit finir des fois à trancher et à dire qu'est-ce qu'on fait en premier ou pas. Donc ce que je fais sur des outils assez conséquents et qui ont beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de demandes, c'est de mettre en place des gouvernances. Donc c'est des choses qui sont dans beaucoup d'endroits, ça marche très bien. Où justement j'implique fortement les utilisateurs finaux, donc à la fois dans leurs demandes et à la fois dans voter sur les demandes, parce que l'idée c'est de penser au niveau du groupe et pas forcément au niveau de telle équipe ou tel business unit. Et assez souvent c'est intéressant. Au début, oui on y va, mince il faut voter pour les autres, mais moi j'ai pas envie de me positionner pour les autres. Ah oui, mais quand la DSI devait le faire ou les équipes de dev, ça vous dérangeait pas pour autant et ça nous permettait de lancer les scuds de ce côté-là. Puis petit à petit, donc ça prend, ils comprennent et surtout, s'ils s'entraident. C'est que, mais non, ne demande pas ça parce que je l'avais déjà fait ou tu peux déjà faire comme ça dans l'outil parce que aussi des fois les connaissent ou les connaissent mieux que nous ou nous on a oublié quelques fonctionnalités. Du coup, tu fais des groupes d'échange par outil pour que les gens échangent mieux là-dessus, c'est ça? C'est ça, et qui décident entre eux de ce qu'ils vont faire. Moi, je m'engage sur est-ce qu'on peut le faire, oui ou non, parce que peut-être qu'il y a des normes de sécurité à respecter, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut faire ou pas faire de ce côté-là. Si on peut le faire, donc je donne juste mon enveloppe de temps que ça me coûte. Ils ont l'enveloppe de temps, ils ont leurs demandes. Par contre, c'est à eux de se positionner tous sur les demandes et pas uniquement les leurs, celles des autres, des copains aussi. Et à partir de là, on avance en mode itératif, en mode sprint et on pose et ça avance petit à petit. Ce qui est bien, c'est que ça crée aussi des alliances. Les gens s'aident, les gens disent tiens, je vais t'aider sur ton user story, on va peut-être faire grandir la tienne. Et voilà, ça, c'est assez bénéfique. Et ça permet aussi de se rendre compte des fois de la difficulté de trancher entre les sujets, ou ça permet aussi de monter plus fort sur des codir par exemple, pour dire entre ce qu'on est capable de produire et ce qu'on a besoin, il y a un gap. On a tous fait l'exercice de prioriser, et là tu as différents aussi métiers qui viennent avec toi pour demander soit des personnes en plus, un prestat pendant quelques temps ou un nouveau poste à ouvrir. Ok. Et ça m'interpelle pour plusieurs raisons. Premièrement, des fois, le métier a pas le temps ou prend pas le temps ou est pas sensible au temps à passer pour en fait travailler la formulation de ses problématiques, co-construire avec ses collègues la compréhension de leurs besoins. Et tu vois, on a tous ce biais de penser que c'est notre problème, c'est le plus principal. Et en fait, quand on échange avec les autres, on affine aussi notre réflexion, on apprend, comme tu dis, d'autres personnes qui le font. Donc, premièrement, est-ce que ça, c'est vrai dans toutes tes dans tous les projets, que les gens passent vraiment le temps pour vraiment échanger? Et ma seconde question, c'est est-ce que moi, à chaque fois que j'ai vu beaucoup de gens autour de la table sur l'expression de nos besoins, on va vers souvent des usines à gaz parce qu'on ajoute des besoins et il peut y avoir des difficultés à repenser la problématique, et en fait, une solution qui a été sur un problème super précis et qui pouvait aller vite devient le changement global de l'ERP. Je discute avec eux justement quand je pose les gouvernances et je leur dis personne ne vient me voir en disant j'ai un truc hyper intéressant à mettre en place, mets-le en place au plus vite. Pourtant sur tout ce qui est mis d'hyper intéressant, il y a beaucoup de cadavres qui traînent et de choses qui servent à rien. Donc tout le monde en est bien conscient là-dessus. Et après l'idée aussi, c'est que ces gouvernances sont faites pour qu'on développe assez rapidement et qu'on mette en production à limite les mois suivants déjà les premières choses, quitte à avoir une brique très petite. Et là c'est plus mon passif côté product owner et méthodes agiles, c'est d'avoir un prototype excessivement rapide, même s'il est moche à première vue, on s'en fout dans un premier temps, mais déjà qui répond aux besoins le plus rapidement possible. Parce que c'est déjà arrivé qu'on répond totalement aux besoins, que la personne en face te dit c'est exactement ce que j'ai demandé et c'est pas du tout ce que j'ai besoin et c'est pas ça qu'il me faut en vérité. Donc ça permet très vite de mettre le doigt là-dessus et d'éviter les usines à gaz. Voilà. Mais c'est bien, try fast, fail fast, au moins on avance. Voilà.
Sur mes deux questions, tu as pas répondu. La première question, c'est est-ce que les gens dans tous les projets arrivent à mobiliser le temps nécessaire pour co-construire ensemble et sont pas débordés par leurs propres opérations du quotidien? Et seconde question, est-ce que quand ils font cette réunion de travail-là, ça n'a pas tendance à une complexification et pas une simplification? Ça dépend les profils. Pour la première question, au début, on était sur un rythme un peu trop soutenu, donc on a baissé le rythme et la fréquence, et puis aussi par rapport à nos capas. Mais non, les gens étaient présents. De toute façon, viennent ceux qui ont besoin de quelque chose à l'arrivée, tout simplement. Ben ça, c'est dans le monde parfait, ça. Mais les gars qui viennent pas, c'est pas forcément ceux qui vont pas râler après, quoi. Si c'était vrai, ça serait génial. Mais voilà, après, s'ils viennent pas, c'est pas si important que ça qu'ils ont besoin, ou ils ont trouvé autre chose. C'est un peu dur à dire, mais de haut il fait quand même un minimum d'engagement. On peut pas arriver, poser un truc sur la table en disant je reviens et merci quand c'est prêt, quoi. Ça demande un minimum d'implication et je préviens, c'est pas uniquement de toute façon faire partie de la gouvernance, c'est aussi aller voir dans ces équipes et aussi faire le tri dans les demandes. Ce que je leur demande aussi, c'est que s'ils ont 15 demandes avant qu'elles arrivent chez nous, qu'ils ont déjà jeté un coup d'œil là-dessus et qu'ils voient est-ce que ça a un sens de métier. Puis il y a le tri aussi. Pour qui répond un peu à la deuxième question aussi. Qu'est-ce qu'on y gagne? C'est pas juste aussi poser sa liste au Père Noël, mais c'est aussi, voilà, outre une notion purement de ROI, mais est-ce que ça fait gagner du temps, du process? Est-ce que ça apporte de la qualité? Ou est-ce que des fois, c'est juste une contrainte légale et quelque part, de toute façon, même là, ça devient un process, hein. C'est juste qu'il faut le faire parce que c'est une contrainte légale. Donc, et les gens commencent à se réguler aussi entre eux, parce que plus ils vont demander, plus ça rajoute du temps. Et après, j'ai de la chance d'avoir différents profils, des profils aussi assez pragmatiques dans les besoins. Donc ça arrive à se tempérer, puis on les aide là-dessus. On les aide aussi à leur dire attention, là ça va commencer à coûter du temps. On sort le bon vieux Pareto, on travaille beaucoup avec lui, et voilà, et leur faire comprendre que déjà on fait la base, on fait le 80%, et on verra voilà pour le 20% ou plus tard, éviter de rentrer dans l'usine à gaz et dire clairement qu'on fera pas. Ouais, il n'y a pas de mal aussi à dire, non, ça prend trop de temps pour le temps que toi tu vas gagner ou pour ce que ça apporte ou l'impact que ça va avoir sur le reste de l'outil parce que ta modification pour ton équipe, c'est 50 personnes ou 100 personnes qui sont impactées derrière. Donc non, on ne le fera pas. Et on a le droit de le lire aussi, quoi. Bien sûr. Et tu parlais des cadavres projets, etc. Est-ce que sur les SaaS que tu as mis en place, tu mesures le taux d'adoption, le nombre de requêtes, de demandes de modification, pas forcément à l'éditeur, hein, c'est pas ça que je dis, mais c'est de configuration ou des features qui manquent, etc. Et tu le fais, si tu le fais, oui, à quelle fréquence? Et le second, sur les projets où en fait vous avez fait des intégrations entre outils, donc du coup en fait le projet en lui-même était une intégration. Comment tu mesures en fait pareil, le taux d'adoption, l'utilisation de ces intégrations-là? Je suis pas encore si loin parce que justement je suis en train de passer mes premiers outils en SaaS. Donc voilà, là j'en ai déjà un gros qui est passé. Après j'ai pas mal d'Azure aussi, j'ai toute la partie Teams Office 365. Donc si Office 365 on mesure, il y a toute cette option, mais là on le fait tout simplement parce qu'ils fournissent déjà, enfin Microsoft fournit un rapport Power BI hyper complet de qui fait quoi, enfin quelle utilisation de Teams, de Outlook, de Yammer, et donc suivant tu as les périodicités. Mais pour les autres on n'en est pas encore si loin. C'est justement la suite du schéma directeur et de nos actions. Ok, d'accord. Mieux mesurer l'utilisation réelle, etc. Et les projets aujourd'hui, quand tu les mets en place et quand tu les fais, bon, tu fais le bilan à date de livraison, tu fais le bilan post-prod. Est-ce que tu fais le bilan aussi héroïste de cette intégration-là? Alors je sais, tu vois, c'est pas tout à fait le taux d'adoption, donc, mais en gros, tu vois, ils t'ont demandé un truc, tu disais que des fois les gars, ils étaient pas, enfin, ils disaient qu'au final, ils s'en servaient pas. Est-ce que ça, c'est le truc que tu vois juste après l'avoir mis en prod ou est-ce que c'est 6 mois plus tard? Pour l'instant, c'est plus 6 mois plus tard. Je sais qu'il faudrait le faire beaucoup plus tôt, Maintenant, les deux sont importants au final. Si tu mesures pas les mêmes choses, quoi. mais non, c'est pas encore assez mis en place, c'est pas encore assez fait. Est-ce que tu penses, parce que c'est toi qui as mis en place réellement la stratégie Power BI, Data Lake là-dessus, est-ce que toi tu penses que c'est quelque chose qui va être obligatoire dans toutes les sociétés d'avoir ce type d'infrastructure hein, pour pouvoir donner la main aux dirigeants sur la compréhension de leur data? Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai, mais à partir d'un certain moment, c'est-à-dire quand on a une certaine taille, quand on a un certain nombre d'outils? Comment tu vois en fait cette dimension BI et direction et l'importance de ça? Je pense clairement, et je fais partie du camp qui pense que c'est fondamental.
et surtout de donner la main de plus en plus. On a beaucoup d'outils, voilà, comme je disais, qui permettaient l'intégration et d'avoir de plus en plus de données propres. Donc c'est des gros chantiers, mais bon, ça se fait. C'est pas si compliqué que ça à l'arrivée, hein. On parle plus de temps, de logique et de règles de gestion. Et typiquement, dans ce qu'on met en place en ce moment, il y a ça. C'est que j'ai des utilisateurs à qui je fournis des rapports clés en main. Ils n'ont pas à se prendre la tête et ils ont juste à les utiliser. Il y a des utilisateurs qui sont capables de, donc on fournit des datasets, hein, donc des jeux de données à partir de lesquels ils construisent des rapports et c'est très important de les centraliser parce que sinon on a vite fait chacun de faire le rapport de son côté avec un jeu de données différent et donc déjà voilà, on va pas obtenir les mêmes résultats. Si en plus on ne part pas de la même base, c'est encore plus compliqué. Et des utilisateurs encore plus avancés à qui on laisse utiliser et créer leur propre dataset. Par contre, à partir de données que nous aussi on a quand même maîtrisées, enfin aujourd'hui non, mais dans un futur moyen long terme, où on a plus voilà, un data lake ou enfin, un jeu de données qu'on met à disposition de tout outil confondu, et à partir de là, il crée différents datasets. Mais voilà. Donc on aura ces trois types de populations qu'on retrouve assez fréquemment. Et oui, très important, mais pas que pour la direction. Pour n'importe quel collaborateur, n'importe quel BU, parce que je pense même qu'à l'avenir, une équipe RH pourrait très bien se doter d'une personne un peu plus spécialisée, voilà, enfin, côté données, pour poser tous ces rapports. Une fois qu'elles sont à dispo, les outils de data visualisation, que ce soit pour BI ou autre, fonctionnent très très bien et ça nous fait tous gagner du temps. Et on est en train de parler d'analyse et non pas de justement agglomération et concaténation des données, ce qui est assez souvent un mal récurrent dans beaucoup d'entreprises, quoi. On passe plus de temps à les récupérer, à les consolider, à refaire l'histoire, enfin à les refaire tous les 4 matins, que rester juste focus, on clique, on met à jour, on analyse et à partir de là, on tire des hypothèses, on tire des conclusions et on avance. Ok, très clair. Donc toi, tu dis oui au Power BI ou alternative à toutes les entreprises, pas que pour la direction, et en fonction de la maturité, que ce soit de la DSI sur sa structuration de données et des utilisateurs sur leur capacité à créer les choses, avec plus ou moins de droits pour que ce soit pas la foire. Oui, on va accompagner l'utilisateur, les former, puis surtout c'est hyper rapide. Là où il fallait à une époque mouliner tes cubes pour avoir après tes données, quelques heures, quelques jours, c'est fait, c'est posé, tu as une première version, tu agglomères à la fois une donnée externe de ton SI, une donnée interne de ton SI, de tel outil, tu arrives à les synchroniser entre elles et à partir de là, tu analyses très très rapidement. Des fois, ça se fait dans la journée, dans la demi-journée. Les gens d'ailleurs sont assez contents de ce côté-là. Ça a aussi un effet waouh qui marche très très vite. Et au-delà de ça, bah, ça fait très très bien le taf. Et bah, du coup, tu vois, par rapport à cette conviction, ce que tu mets en place, et du coup, une expertise que tu as toi-même créée à l'interne à Sigma, est-ce que tu penses que ce que tu es en train de faire pourrait devenir une offre que vous packagez, que vous aidez à packager une des business units de Sigma pour qu'ils puissent le mettre en place chez des clients? Ou est-ce que c'est pas trop comme ça que ça se fait? Parce qu'en gros, s'il y a de la congruence, c'est-à-dire que il y a le fait que ce que vous faites pour vous, vous le faites pour vos clients et vice-versa s'il y a les mêmes besoins, bien sûr. Et que donc du coup là comme toi tu es en train de mettre ça en place et que c'est novateur et c'est précis, ça peut être une offre pour vos clients. Est-ce qu'il y a une perméabilité entre ce que vous mettez à la DSI en place et ce qui peut être proposé chez les clients? Alors, c'est déjà le cas. De toute façon, on le voit bien hein, par rapport aux différents sujets quand on suit un peu l'actu IT et autres. Donc, le sujet de data est de plus en plus prégnant. Plus vraiment moins besoin de convaincre sur l'importance que ça a, mais plus maintenant la question se pose, c'est comment la mettre en place. Un peu comme à l'époque des clouds, est-ce qu'il faut aller dans le cloud ou la question maintenant c'est plutôt qu'est-ce que j'y mets et où est-ce que je vais. Côté data, voilà, c'est plutôt maintenant comment on rajoute de plus en plus d'infos sur la data gouvernance. Donc nos clients, ils sont déjà et les business units chez moi qui s'occupent de ça le font déjà. On a déjà eu quelques échanges, mais ils sont déjà assez autonomes là-dessus. Donc quelque part, il y a plus une perméabilité entre eux et nous. Nous, on le fait plus pour l'interne et eux le font déjà avec d'autres experts, des fois sur d'autres technos pour leur. Ok, d'accord. Donc ça s'est fait, on va dire, en parallèle avec des expertises où vous échangez trop. Ok, très clair. Ok, et du coup, c'est quoi au niveau technique et humain les plus gros challenges que tu as aujourd'hui sur la partie intégration, sur la partie modernisation en fait du SI? Bah, comme beaucoup, j'ai un beau legacy avec des applis plus ou moins âgées, donc pareil côté infra, donc j'ai différents grands sujets d'outils, donc RP, CRM à changer et à faire évoluer. Mais j'ai aussi d'autres briques à faire évoluer, donc à chaque fois il y a un peu le challenge de est-ce que je passe mon infra en cloud, pas en cloud, ou est-ce que je passe en SaaS, pas en SaaS. Donc c'est un peu posé sur le papier. Des fois le SaaS n'est pas la solution à tout, le cloud n'est pas la solution à tout, parce que ce qu'on n'y gagne pas grand-chose forcément tout de suite. Soit un gain pur ou soit parce qu'on sait que l'outil va pas durer si longtemps que ça. Donc là j'ai des grands enjeux d'outils legacy, donc
poser. Et surtout, le plus gros enjeu, c'est de revoir un peu en ce moment les fondations, l'architecture de base du système d'information, notamment avec cette interconnexion entre les différents outils et différentes briques, avoir des éléments centraux, et aussi toute la partie sécurité à mettre derrière. On n'en parle pas assez, enfin on en parle beaucoup en ce moment. Pendant des années, on a rationalisé nos coûts dans les DSI, on a mis un peu tous nos œufs dans le même panier. Sauf que maintenant, quand on y pense, avec toutes les attaques qu'on entend à droite et à gauche, tous les risques de sécurité, est-ce que ça serait pas mieux justement de redispatcher un peu tout ça, avoir des services indépendants et autonomes, car en cas de problème, on sera quand même beaucoup plus à l'aise de les couper un par un, s'il faut, et après les remettre en marche, qu'avoir tout au même endroit. Donc il y a aussi un grand sujet de ce côté-là d'un point de vue sécurité de comment je vais gérer une attaque, car la question n'est pas est-ce que je vais me faire attaquer, mais surtout quand est-ce que ça va m'arriver et est-ce que je suis prêt à y répondre. Gestion du legacy, meilleure vision ou architecture type 1 et ensuite sécu. Et sur la partie, tu sais, legacy, si je parle à Maxime dans 20 ans, est-ce que tu penses que Maxime, il a trouvé une solution, une architecture où le legacy, parce que le legacy, on en crée quand on crée quelque chose d'aujourd'hui, quoi. C'est le futur legacy demain, mais où l'architecture est tellement bien pensée que c'est plus du legacy parce que c'est des briques qu'on a pensées pour être enlevées, on a pensé comment sortir la donnée et l'importer. Est-ce que tu penses que ça c'est possible ou est-ce que c'est l'utopie du DSI et ça sera Maxime dans 20 ans, il aura toujours des problèmes de type de legacy? Je pense qu'on aura toujours des problèmes de legacy, un peu comme combien de temps il faut pour transformer. On est en perpétuelle transformation. Avant, il n'y avait que de l'on-prem, puis les VM sont apparus, puis les containers sont apparus, puis maintenant tu peux consommer uniquement des services de calcul sur le cloud. Qu'est-ce qu'il en sera demain? Il n'y a pas de solution absolue pour tout. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas faire en service de calcul ou peut-être en conteneur. Là, je suis pas assez expert donc pour le savoir. Peut-être que demain tu le pourras. Il y aura encore d'autres nouveaux sujets derrière. Aujourd'hui, c'est le SaaS. Au vu des innovations, des nouveautés technologiques et du cycle qu'elles ont maintenant, il y aura toujours un legacy. On est toujours en perpétuelle évolution, on est toujours en adaptation de ce qui arrive et de aussi ce que nos collaborateurs nous poussent aussi à faire évoluer parce qu'eux qui connaissent aussi de leur vie perso. Donc, non, je pense que ça sera. Je pense pas qu'il y ait une fin à cette course, honnêtement. Ouais, en fait, moi, c'était pas tant dans le fait de savoir si oui ou non il y aura une innovation qui détrônera ce qu'on a mis en place, mais plutôt parce que le legacy que dont tu hérites, ce sont des personnes qui l'ont mis en place, qui n'avaient pas connu eux-mêmes un vrai legacy, puisque c'était des choses qui ont été mises à 10-15 ans, c'est les premières applications, etc. Donc là, on a une génération d'SI qui se rend compte de l'importance de l'interopérabilité, de l'importance de l'import et l'export des données de manière structurée, que juste un export CSV du CRM, ça suffira pas. Et que donc du coup, il y a une réflexion beaucoup plus approfondie sur le best of breed, comment on organise tout ça, et que du coup, est-ce que tu penses que les architectures que tu es en train de penser, que des équipes réfléchissent, permettront d'avoir, dans 10 ans, quand il faudra changer des pièces maîtresses, une meilleure gestion de ce legacy-là, mais vraiment de manière beaucoup plus forte. Dans ce sens-là, oui, c'est clairement le but. C'est, comme je disais, une grande idée, c'est avoir un fort lien entre les outils par API ou par autre, ou par même bus intermédiaire s'il le faut. Mais l'objectif même de ce type d'architecture, c'est de se dire et d'être souple. Bon, demain, il faut que je change telle ou telle brique, demain, il faut que je change tel ou tel élément. Oui, il y aura toujours un legacy, mais l'idée, c'est de le rendre beaucoup plus souple, beaucoup plus, chaque brique assez indépendante. Déjà, pour pouvoir la sortir sans casser tout le reste, ce qui est déjà pas mal. Et les changer rapidement. Donc oui, dans ce sens-là, oui. Le but de ces architectures sont faites pour ça, à la fois pour de la scalabilité, à la fois pour de l'évolutivité et pour changer au fur et à mesure. Je te pose une question piège, mais c'est pour rigoler. Tu penses que Doctolib en interne, ils utilisent combien de SaaS? Combien de SaaS ils utilisent en interne? Juste pour l'équipe interne, tu vois, pour les équipes internes, même pas pour la prod du produit, quoi. D'accord, aucune idée. Aucune idée. 200 services SaaS. Et en fait, moi, ce que je m'aperçois, c'est que on se rend pas compte de cette ampleur-là parce que à tous les DSI de start-up ou les start-up de 20, 30, 40 personnes, le nombre de SaaS est bien plus important que n'importe quelle entreprise, même de 300, 400, 500 ou 1000 salariés. Enfin, la proportion est complètement incroyable, quoi. Et c'est pas parce que à un moment donné, l'entreprise plus grosse a pris une solution qui fait tout. C'est pas vrai, en fait.
C'est juste parce que ils cherchent, ils ont des applications centrales, c'est sûr, mais ils interconnectent énormément et sur certaines features où il y a un problème spécifique où les personnes ont envie d'avoir une interface autre, et ben ces gens-là sont habitués à utiliser à plusieurs écrans, plusieurs typologies de SaaS et donc du coup, ben, eux t'imagines les enjeux d'intégration, c'est quand même un truc de fou. Oui, puis là, il faut les suivre. Ah ouais, mais c'est logique. Vous avez vu que tant qu'à faire quitter une startup, autant avoir le maximum de ça, s'externaliser au maximum, et si jamais tu n'as plus besoin, tu coupes et tu passes à autre chose. Donc, c'est une logique startup. Exactement. Mais en même temps, toutes les entreprises pourraient avoir cette logique-là de dire, de toute façon, recréer en interne un outil, il faudrait, en termes de coût juste de recrutement du dev, de les avoir, du product owner, en fait, n'importe quel outil va te coûter 100 à 150 000 balles, quoi. Mais c'est juste que quand on a la masse salariale déjà là, on n'a pas l'impression que ça nous coûte cher de mettre un projet tant qu'on n'a pas mis le temps passé par projet, où là, on se rend compte peut-être des choses un peu. D'ailleurs, tu le traques, toi, ça, le temps par projet de tes équipes? Oui, oui, je le travaille par équipe parce que ça fait partie, on a le coût de l'abonnement de base de ton SaaS, tu as le coût d'intégration, forcément, mais tu as aussi le temps homme que tu vas passer en interne. Donc nous, l'équipe, côté DSI pour l'intégration, mais aussi collaborateurs. Qui dit plus de gouvernance, qui dit plus de travail des collaborateurs, comme je leur dis à chaque fois sur des projets comme ça, vous allez travailler à 51% quasiment et nous à 49%. C'est que nous, on est plus là pour le cadre et pour le suivi, mais ceux qui mettent le dedans, c'est eux qui valident. D'ailleurs, c'est même eux qui les valident, hein, les outils, c'est pas nous. C'est eux qui font tout, enfin tout. Les tests, les recettes. Donc il y a un très gros temps qui est passé côté collaborateur et ça a un coût aussi. Mais ça c'est bien, mais tu vois, c'est un truc où il y a vraiment des cultures différentes dans les entreprises par rapport à ça. Où de toute façon, tant que le collaborateur qui va utiliser l'outil, il s'engage pas à fond sur l'outil. Moi, j'ai vu des gens faire des demandes de démo de solutions où il y a des gens sont sur une petite partie du produit, ils n'ont pas testé la solution. Il y a qu'une personne qui a testé la solution. Et en fait, avoir des conversations, tu te dis, mais en fait, stratosphérique. Parce que, en fait, ils peuvent pas, en fait, choisir comme ça. C'est pas possible. Enfin, il y a rien de rationnel là-dedans, à part une feuille Excel ou deux features. Et en fait, que tu fasses bien la feature ou pas, ils s'en foutent tant que tu as coché le truc. Et en gros, tant qu'on est sur ce typologie de réunion, c'est pas possible. Alors, comme tu dis, si en plus de ça, tu as des collaborateurs qui testent ces solutions, qui, quand ils mettent en place, font les recettes, regardent tout, c'est top parce que c'est eux qui ont l'expertise métier. Oui, puis ils se l'approprient directement et ça responsabilise tout le monde. Parce que ça enlève le biais qui dit oui, c'est encore un outil qui a été choisi soit par la DSI, soit par la direction, on n'a pas eu notre mot à dire. Donc déjà, tu as un premier rejet qui se crée et ce rejet, tu vas te le traîner comme un boulet pendant 4-5 ans. C'est du temps de change aussi, quoi. C'est-à-dire que le fait que les métiers se l'accaparent vraiment en qualification, mais aussi dans toute la phase d'implémentation à fond, c'est ça le vrai temps de change, quoi. Comme ça, au moins, tu as les gens qui se l'accaparent vraiment. Puis ça va de soi, c'est qui est le plus à même, accompagner, après aider à se poser les bonnes questions, mais à la fin valider la bonne solution. C'est quand même celui ou celle qui vont mettre les mains dedans, qui vont l'utiliser tous les jours. Après, on pose les différentes contraintes, on pose différents cadres, mais c'est quand même à eux d'y aller, de tester, et d'avoir le dernier mot voilà, sur le choix, quoi. Et est-ce que, tu sais, quand tu fais le setup des projets, etc., souvent, ce que j'ai vu, c'est que on met pas bien le temps, enfin, on regarde pas trop le temps qu'on passe à cadrer les choses. C'est-à-dire à échanger, à affiner la réflexion. C'est comme si on regardait le temps après, quand on dit on y va. Alors qu'il y a énormément plus on cadre les choses, pas cadrer en termes de rigueur, mais échanger, mieux comprendre la problématique, etc. Est-ce que ce temps-là, tu le visualises et tu le montres? Est-ce que, comment tu vas te dire, voilà, on a X jours hommes par mois, nous en DSI, pour précadrer des projets, c'est-à-dire même pas des projets qui ont été validés, mais réfléchir, etc. Est-ce que ça, tu le fais, toi, de la DSI? Est-ce que tu le fais aussi du côté des métiers? Oui, je le fais des deux côtés. Enfin, justement, on a l'exercice budgétaire en cours. Et typiquement, sur différentes réflexions, différents changements, j'ai posé un temps, une enveloppe de temps. Après, je vais pas leur dire quel jour exactement, mais une enveloppe de temps par grande BU qui peuvent être impactés par tel ou tel outil pour dire, cette année, je vais avoir besoin de 5-10 jours chez vous pour analyse, pour changement de tel, pour cadrage. Je le fais, côté DSI et côté métier, pour les prévenir, oui, voilà, qu'il va falloir s'investir un peu pour faire ça un minimum correctement. Ok. Et dans ton bilan, tu vois, annuel ou ton bilan par projet, est-ce que tu visualises ou enfin, tu montres le temps de cadrage en fait, en disant ben voilà, on a prévu on a eu tant de temps en exécution sur ça et ça, et on a mis tant de temps en cadrage métier ou autre.
Il fait partie des analyses, parce que du coup, on a aussi le temps d'implémentation, le temps qu'on s'était prévu pour mettre la solution en place. Ouais, c'est là qu'on apprend petit à petit aussi, parce que du coup, pour un outil, j'avais pas prévu assez, donc on a un peu sorti de l'enveloppe sur le temps qu'il fallait pour mettre en place l'outil. Mais oui, non, c'est suivi pour justement s'améliorer sur l'année suivante et dire, non, il faudra peut-être pas 50, mais une centaine de jours pour pouvoir implémenter tel ou tel outil et accompagner. Et c'est un temps, mine de rien, très conséquent. Le plus gros va venir de toute façon souvent sur la partie test, recette, intégration. Enfin, c'est là où le temps peut vraiment fuser, c'est ça? voilà, où ça peut vraiment fuser, quoi. Donc à cadrer et à faire attention. Est-ce que tu penses que toutes les entreprises, quelle que soit la taille, vont avoir un DSI comme ce que tu fais? C'est-à-dire, j'enlève le legacy, ok? Mais les entreprises utilisent des SaaS, on a besoin d'une interconnexion, ensuite on a besoin de créer une infrastructure qui nous permet de les échanger. Et un dernier point, toutes ces données, je les mets dans un lieu pour que je puisse faciliter le reporting. Est-ce que tu penses que ce workflow-là et le fait qu'il y ait une personne qui soit en responsabilité, qu'on l'appelle DSI, IT directeur, est-ce que tu penses que quelle que soit la taille, enfin, plus de 20 personnes, mais dans tous les cas, toute entreprise, on va avoir ce type de personnes? Je pense que ça va se développer de plus en plus. Au pire, de toute façon, parce que DSI, c'est souvent aussi des postes qui apparaissent suivant la taille de l'entreprise. Hein. C'est pas des postes qui apparaissent quand tu l'as créé from scratch en mode startup. Assez souvent, tu as des offres DSI à temps partagé, comme des RH à temps partagé et autres, qui permettent d'avoir un peu plus accès à ce type de personnes et de profils. Mais oui, je pense que sur beaucoup de sociétés, ça va se développer dans le sens-là. Après, moi, j'ai principalement travaillé avec des sociétés côté tech, donc côté IT. Donc il n'y a pas, culturellement, ce qu'on présente est très logique pour tout le monde. Je viens pas, je suis pas dans une usine qui fabrique des matériaux chimiques ou autres. Donc c'est pas exotique ce qu'on raconte. Donc ça suit une logique. Les gens savent de quoi, assez rapidement, c'est assez palpable pour eux sur ce qu'ils ont à gagner. Au niveau des budgets, comment en fait tu challenges en fait si ton coût total de solution, ton coût total de projet, il est dans les normes ou pas? Parce qu'en gros, tu vas mettre 1 million ou 2 millions en IT sur une boîte je dis une bêtise, de 700 salariés. Ok, tu vois, pourquoi pas un, pourquoi pas l'autre, mais en gros, la direction générale, comment tu l'as convaincu, comment tu vois les enjeux là-dessus de se benchmarker par rapport à un coût d'IT? Et est-ce que c'est cette façon, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui est toujours demandé, et est-ce que tu penses que cette logique-là, il va falloir en changer? Alors pour l'instant, la logique actuelle, je me réfère un peu à la littérature qu'on trouve sur le net ou autre, où les coûts d'une DSI sont en moyenne entre 2 et 5% pour les plus chanceux du CA. Voilà, c'est la métrique que j'utilise. Donc après, suivant le type de métier, suivant le type de service. Donc j'essaye de rester dans cette métrique. Et après, pour mon budget, ça va être surtout faire les vases communicants. Hein. Donc entre qu'est-ce que je peux réduire, qu'est-ce que je peux gagner. Comme on disait tout à l'heure, hein, qu'est-ce que je peux peut-être réduire en infra et gagner en service SaaS, qu'est-ce que je gagne en service SaaS. Donc voilà, c'est de ce côté-là. Tu penses qu'il y a besoin d'avoir, comme tu vois, parce que tu as eu à tout DSI, c'était le début de la conversation, mais est-ce que tu penses que ce côté mentoring ou école de DSI doit vraiment émerger et passer à l'échelle pour qu'il y ait vraiment une nouvelle génération de DSI qui arrive avec ces enjeux-là et pour avoir des prises, parce que le DSI a de plus en plus de pression et doit être de plus en plus efficient rapidement. Est-ce que tu penses que c'est, parce que toi ça a été important pour toi, est-ce que tu penses que ce genre d'initiative doit vraiment passer à l'échelle? Tout à fait, ça aide beaucoup. Je disais, j'aurais pas été DSI il y a peut-être une 10-vingtaine d'années, parce que déjà j'aurais pas eu le profil. Hein, je comprends ce que dit la technique, mais je suis incapable de faire une bonne partie de ce qu'ils font, et c'est pas mon rôle. On se doit d'être de plus en plus polyclote, de plus en plus comprendre les enjeux, les besoins métiers, comme on disait en début. On est plus sur une grosse partie aussi de management, à la fois de nos collaborateurs, de nos équipes, faire avancer tout le monde dans le même sens. Oui, je pense que ça peut qu'aider, et il faut. Le métier en plus est challengé par nous-mêmes en tant qu'utilisateurs et personnes dans un cadre privé, parce que quand on voit beaucoup entre ce qu'on a à la maison, des fois en termes d'outils de téléphone ou autre, donc d'outils SaaS qu'on utilise, tu disais tout à l'heure Doctolib. Donc oui, il y a des usages qui arrivent qui font qu'on est challengé perpétuellement. Donc oui, ce type d'école, ce type d'initiative est très importante. Et surtout, en plus, on est sur un poste où on est tout seul dans l'entreprise à le faire. Donc avoir des échanges avec l'extérieur, ça permet d'aider, comme ce type de podcast également. Et de se rendre compte que oui, on a les mêmes problématiques des fois, où certains ont déjà répondu à certaines, ou c'est des pistes qu'on peut utiliser pour d'autres. C'est aussi le côté, je suis seul sur mon poste, donc à moi de trouver ailleurs de l'aide et de l'accompagnement si j'en ai besoin. Et puis il n'y a pas de mal à se le dire, hein. Comme ça on perpétue l'évolution. C'est vraiment le vrai sujet, c'est de s'adapter. Hein.
Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, à le partager à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à trouver de nouveaux et des DSI toujours plus intéressants. Et écoutez, ciao!